je suis super contente de vous retrouver pour vous tourner mon bilan du Cold Winter Challenge qui s'est tenu du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Avant toute chose, je m'excuse parce que une fois encore je filme de nuit, mais en fait pour tout vous dire je suis en pleine préparation de mon déménagement et du coup vous vous en doutez bien c'est compliqué de filmer et là en fait je suis clairement dans la problématique où soit je veux filmer absolument 2 jours et clairement vous n'avez pas de vidéo pendant genre plus d'un mois, soit et ben voilà je filme de nuit pour que vous ayez quand même des vidéos mais la qualité est un petit peu réduite. Après voilà je pense que vous m'en tiendrez pas plus rigueur que ça. L'important c'est le contenu, hein. Voilà, on est d'accord. Donc je vais démarrer tout de suite avec mon bilan. Alors dans ma pile à lire, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, je vous avais présenté 28 livres. On est d'accord, je comptais pas lire les 28 livres, c'était plus clairement pour avoir du choix. Et en plus, j'ai trouvé le moyen de switcher des livres, d'en rajouter, enfin voilà, en fait je me suis pas du tout tenue à ma pile à lire, voilà, la fille qui respecte rien. Et au final, j'ai 10 livres et demi. Vous allez comprendre le et demi à vous présenter et comme ça risque d'être très long et que je veux pas faire une vidéo d'une demi-heure, on croise les doigts, je vais démarrer tout de suite. Pour le premier menu qui est marcher ensemble dans la neige, il y avait la première catégorie Reine du Père Noël dans laquelle il fallait lire des livres où les animaux et la nature étaient à l'honneur. Et j'ai décidé de rajouter au tout dernier moment le grand classique Danse avec les loups de Michael Blake. Sincèrement je pense que même si on n'a pas vu le film avec Kevin Costner qui a été multi-récompensé dans les années 90, début d'années 90 d'ailleurs, on connaît tous globalement l'histoire, en tout cas c'était mon cas, voilà, je n'ai pas vu le film mais je voyais à peu près de quoi ça parlait et j'ignorais complètement que à l'origine c'était un roman. Donc je me suis plongée vraiment dedans avec grand plaisir. Faut dire aussi que la magnifique couverture des éditions J'ai lu y a été aussi pour beaucoup, hein. Assumons ce côté superficiel. Et donc du coup dans cette histoire, on va suivre le lieutenant John Dunbar qui va être affecté à Fort Sedgewick, je crois que ça s'appelle comme ça, au fin fond de l'Ouest américain il me semble. Oui, de l'Ouest américain. Et en fait, par un concours de circonstances, la garnison va s'en aller au moment où lui va arriver et ils vont se croiser sans se voir, ce qui fait qu'il va se retrouver tout seul dans ces immenses espaces. Mais tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre en fait des Comanches, donc qui sont un peuple amérindien, et que petit à petit il apprenne à les connaître. Donc ce roman, on va se mettre d'accord, a frôlé le coup de cœur et il est vraiment passé à ça, tellement je l'ai adoré, tellement je l'ai dévoré, alors que pourtant c'est hyper descriptif, contemplatif, on est vraiment avec le lieutenant et en fait c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que petit à petit on comprend comment il en vient à se rapprocher de la nature, à devenir plus sauvage entre guillemets, et comment il fait sienne de plus en plus la culture comanche, et en plus de la langue. La première partie, voilà, je l'ai dévorée, je voulais toujours savoir, j'arrivais jamais à le lâcher pour aller me coucher. Et puis bon, vers le milieu, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs qui m'ont un peu freiné. Et puis la fin est venue redonner du peps dans tout ça. Mais malgré tout, il y a 2 petits bémols pour moi. Le premier, alors en plus des longueurs, mais le premier, c'est que sur la 4e de couverture, on nous vend une sorte de suspense où on nous dit qu'il va être considéré comme un déserteur par l'armée. Donc on attend un moment où l'armée va arriver et où il va y avoir un souci, sauf que ça n'arrive qu'à la fin et pendant quelques pages. Et j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Et il n'y a pas que la 4e de couverture, puisque dans le roman, à 1 ou 2 reprises, on nous le dit également. Donc on est là, on attend, et bon, finalement, on attend pour pas grand chose en fait. Enfin, bien sûr, ça va avoir un impact important sur l'histoire, mais c'est que ça sur tout le roman, quoi. Donc, bon, voilà. Et l'autre bémol pour moi, c'est que ça s'appelle Danse avec les loups, mais il n'y a pas de loup. Enfin, il y en a un. Donc tu peux pas dire Danse avec les loups quand il y en a qu'un. Enfin moi c'est vrai que avec ce titre et ce résumé, moi je m'imaginais qu'il allait devenir tellement proche de la nature que ça allait en être jusqu'à apprivoiser des loups et vivre au milieu des loups. Je sais pas pourquoi, hein, je me suis fait un peu ce délire, mais le fait est que c'est pas ça. Donc voilà, ces 2 bémols mélangés aux petites longueurs font que c'est pas un coup de cœur, mais ça en reste pas moins une super lecture et vraiment un très grand livre.
J'ai également décidé d'ajouter l'Évangile des anguilles de Patrick Svensson, qui est sorti en début d'année et que je vous avais d'ailleurs présenté dans ma vidéo de nouveautés du mois de janvier. Alors, ce livre est littéralement un ovni, voilà, inclassable, parce que Patrick Svensson, il a grandi dans une région de Suède où les anguilles sont très présentes, et donc il a vraiment passé toute sa vie auprès de cet animal qu'il juge vraiment fascinant, et il a eu envie de le faire découvrir aux gens. Donc son livre, c'est vraiment un mix entre autobiographie, récit animalier et livre historique pour vraiment nous présenter l'anguille de A à Z. Et sincèrement, mais j'ai appris un nombre de trucs hallucinants avec ce livre. Enfin, par exemple, je ne savais pas, et je pense que vous non plus, que malgré tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, on ne sait toujours pas ni comment ni où l'anguille se reproduit exactement. On a une vague idée, mais on ne sait pas vraiment. Mais je trouve ça fou en fait. Enfin, pour moi aujourd'hui, les animaux n'ont plus de secret pour nous. Eh ben si, c'est un animal vraiment hyper mystérieux et insaisissable. Son parcours dans les océans, c'est une dinguerie en fait. C'est comment un animal peut faire ça, un petit animal comme ça. Enfin, vraiment, je vous jure, osez vous lancer parce que c'est un livre qui mérite vraiment d'être plus connu et on en ressort, pardonnez-moi l'expression, mais littéralement sur le cul. Dans la catégorie Aurore boréale qui parlait d'aventure et de périple, j'ai lu De pierre et d'os de Bérengère Cournut qui nous entraîne au fin fond de la banquise où on va suivre Uxuralik, une jeune Inuit qui va être séparée de sa famille suite à une fracture de banquise et qui va du coup démarrer un long périple, un long voyage pour survivre. L'autrice nous plonge complètement dans la culture inuite et dans ces grands espaces où il n'y a que le froid, la neige, la glace, la solitude et où en fait elle mélange, ça se mélange de toute façon, ce côté très primitif en fait de l'être humain, ces instincts qu'on a pour survivre et il y a aussi tout un côté ancestral, culture ancestrale avec de nombreux chants, de croyances, enfin c'est toute une ambiance en fait qui vient nous envelopper, qui est très particulière alors qu'elle était parfaite pour l'hiver. Y a en fait une certaine magie qui demande qu'à sortir de ce livre, mais malheureusement, en fait j'y suis restée hermétique. Voilà, je lui reconnais clairement ses qualités. Voilà, c'est un dépaysement complet. On apprend beaucoup de choses sur la culture inuite, mais moi ça l'a pas fait. Et je pense en fait qu'il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que la narration est à la première personne, et alors ça m'a pas convenu du tout. Pourtant, je suis pas du genre à être sensible à ça, mais là vraiment j'ai trouvé que ça crée un vrai décalage en fait avec ce qui était raconté. Voilà, c'est un ressenti, mais ça m'a dérangée. Et ensuite parce que j'ai trouvé que c'était trop primitif pour moi. Voilà, il y a clairement certaines scènes de chasse ou de préparation de la viande qui m'ont vraiment soulevé le cœur, mais soulevé le cœur, alors que pourtant je suis pas végétarienne, hein, mais c'était à lire, prévenez-nous avant quoi, tu vois, c'est bon. Bref, donc voilà, ça ne l'a pas fait pour moi, mais il n'a que de très bons avis sur Livre Addict, donc voilà, est-ce que j'étais dans un mauvais mood? Je ne sais pas, mais c'est une petite déception pour ma part. Et pour continuer dans tout ce qui est périple, aventure, j'ai décidé de me lancer enfin dans la suite du Capitaine à la Tristesse d'Arturo Pérez Reverte et de lire le tome 3 intitulé Le Soleil de Breda. Donc en fait c'est une saga historique qui est en 7 tomes. J'avais lu les 2 premiers il y a 5 ans. Et alors pourquoi je m'étais arrêtée? Moi-même je sais pas, mais voilà, j'ai eu envie de continuer. J'avais offert toute la série en fait à ma grand-mère qui avait beaucoup aimé. Du coup je suis allée lui emprunter le tome 3, je lui ai rendu, raison pour laquelle je ne l'ai plus en ma possession. Et en fait elle m'avait prévenu qu'elle trouvait que le tome 3 c'était le moins bien de la série, en tout cas si on n'aime pas la guerre, voilà, parce que ça se passe pendant la guerre des Flandres. Si vous voulez, chaque tome est sur une thématique du siècle d'or espagnol. Donc le premier c'était vraiment une peinture générale du siècle d'or espagnol, le tome 2 c'était l'Inquisition, là le tome 3 c'est la guerre des Flandres, donc c'est vraiment thématique. Et clairement sur ce tome là je confirme son avis.
parce que ben, ça m'a pas trop passionné quoi. C'était très descriptif, toujours avec Arturo Pérez Reverte, mais là avoir la description de la vie dure des soldats, des combats, tout ça, bon, c'était pas trop mon délire, mais je le savais en fait, donc c'est pas grave, j'ai quand même apprécié retrouver l'univers, retrouver les personnages, l'écriture de Pérez Reverte, et donc je me lancerai quand même avec plaisir dans le tome 4. Et pour la dernière catégorie de ce menu qui était Carol of the Bells, j'ai commencé Les Petites Robes Noires de Madeleine Saint-Jean, mais en fait je l'ai abandonné, non pas parce qu'il me plaisait pas, mais en fait c'était juste au moment de Noël, j'étais pas du tout dans le mood. Bref, je me suis dit que ça servait à rien de gâcher le livre, donc en fait je l'ai reposé et je le garde pour l'année prochaine. Voilà. Donc même si au final je l'ai pas vraiment lu, c'est pas un abandon total, donc voilà, je considère quand même que j'ai validé ce menu. Par contre, je n'ai lu aucun livre du menu Hiver Obscur. Voilà, en fait, finalement, j'ai plus du tout été dans le mood, ça m'a plus du tout inspiré. Mais écoutez, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, voire pour jamais. Enfin, voilà, les envies, les goûts, les couleurs, ça change très vite, donc ça pourra revenir. On verra bien. On passe au menu au chaud devant la cheminée, donc le menu bonus. Et pour la première catégorie, grands enfants, en fait je passe derrière la caméra parce que j'ai pas compris, pour tout vous dire, ce passage a été supprimé. Voilà, mon appareil a décrété qu'il en voulait pas, donc je suis obligée de refilmer. Et quitte à refilmer, je me suis dit bah autant vous montrer l'album totalement plutôt que ma tête. Et donc j'ai choisi le très bel album La Différente de Corbeau et illustré par Christian Offroy, de la maison d'édition Couleur Corbeau, qui est une maison d'édition que j'adore et que je ne peux que vous recommander. C'est pas du tout un partenariat, hein, je veux dire, je les ai découverts il y a 3 ans, je dirais, lors d'un salon du livre, et juste j'adore leur travail et je trouve qu'ils gagneraient à être plus connus. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre, comme pratiquement à chaque fois, un peuple amérindien. Et là, en l'occurrence, une tribu qui va voir arriver une petite fille différente, comme le nom de l'album l'indique. Et du coup, elle va pas être très bien acceptée par les autres membres. Elle va se réfugier auprès des chevaux. Et au fur et à mesure des années, elle va développer un vrai don pour les dresser jusqu'au jour où elle va disparaître et que, juste après ça, un étrange clan de chevaux traverse le village. Et donc, en fait, il va y avoir un message de tolérance très très joli en fait derrière cet album, et je ne peux que vous le recommander parce que je trouve que c'est important de transmettre ce genre d'idées aux enfants, et en plus avec une histoire, un environnement, une ambiance qui change complètement. Enfin, regardez-moi ça, c'est absolument sublime, et je tiens absolument à vous montrer une autre, parce que je veux pas tout vous montrer quand même, il faudrait que vous l'achetiez. Mais voilà, cette illustration, on s'arrêtera sur ça, mais absolument sublime. Je vous laisserai le lien de leur site en barre d'infos si ça vous intéresse, mais une très très belle lecture pour ma part. J'ai finalement pas lu d'album de Noël, donc sur le principe je devrais pas valider la catégorie vitrine de Noël, mais j'ai décidé d'enlever le côté Noël et de garder l'intitulé lire un roman graphique. Voilà, on s'arrange comme on peut. Et j'ai décidé de lire le nouvel album de l'homme étoilé, Je serai là. Alors, mon coup de cœur avait été tellement dingue l'année dernière pour À la vie que je savais que celui-là pourrait pas me faire le même effet, me faire ressentir les mêmes émotions, tellement j'avais pris une claque. Mais il n'empêche que c'est un super album que je vous recommande vivement. J'hésitais entre vraiment et vivement, vivement. Et surtout, si vous aviez trouvé À la vie trop dur et que vous aviez été un peu dérangé par le côté soins palliatifs. Là, justement, en fait, l'homme étoilé, il va raconter son parcours et ce qui a fait que, justement, il a décidé de s'orienter vers les soins palliatifs. Donc là, on est vraiment dans le cœur du métier d'infirmier qui doit accompagner le mieux possible les patients lors de leur séjour à l'hôpital. Et puis, malheureusement, il y en a qui décèdent. Et en fait, c'est là où ça pousse en fait les infirmiers à revoir certaines choses dans leur façon de pratiquer, et ça fait remettre en perspective aussi d'autres choses, et en fait c'est ça qui a fait que finalement il a décidé de s'orienter vers les soins palliatifs, mais c'est pas le cœur même du livre en fait. Donc voilà, c'est joliment raconté, joliment dessiné, enfin j'ai adoré. Dans la catégorie chocolat chaud, j'ai lu 2 livres. Le premier, c'est Un hiver pour s'écrire d'Andrés Doñate. C'était un livre qui me faisait très envie depuis que je l'avais vu sortir il y a 1 an. En plus, la couverture y était clairement pour quelque chose, je la trouvais super jolie. Et je trouvais l'histoire encore plus jolie puisque
dans ce livre, on va suivre un village qui va décider de sauver l'emploi de leur factrice qui est clairement menacée vu que plus personne ne s'écrit, qu'il n'y a plus de lettres, en justement se remettant à écrire. Et je trouvais ce principe super en fait, ce retour au courrier, au papier. Il y avait un côté on se révèle des secrets entre voisins, machin, enfin voilà, c'était top. Et en fait, c'était aussi un peu touchant puisque la première personne à faire ça, c'est la voisine de la factrice, qui est une dame âgée, qui l'a élevée presque comme sa fille et qui, un peu comme une mère poule, ne veut absolument pas que elle soit mutée super loin parce qu'elle a plus son travail ici. Donc elle écrit une lettre à une personne du village et puis elle lui demande de faire pareil, mais toujours de façon anonyme pour que voilà, le courrier continue. Comment vous dire que c'est un très très gros flop pour moi. Voilà. En fait, j'ai trouvé que c'était très maladroit en fait dans la réalisation, alors que pourtant le concept de base était super sympa. Je m'explique. En fait, les personnes, elles écrivent des lettres dans lesquelles elles se livrent énormément, donc ce qui permet de creuser un petit peu le personnage qu'ils sont quoi dans l'histoire. Mais ça s'arrête là en fait. À part deux ados qui vont finir par être un peu les personnages principaux, hein, qui vont complètement éclipser la factrice, chaque personne qui écrit une lettre, on a sa vie dans sa lettre, puis voilà, on passe à une autre, et en fait on ne revient jamais à la personne qui a écrit. Elle est juste là pour écrire une lettre, pour raconter sa vie, et point. Et en plus, les lettres, mais elles sont hyper intimes, les gens ils racontent des choses, mais pour moi c'était pas crédible. Tu fais pas ça en fait. Si tu veux écrire une lettre, puis voilà, raconter un petit peu ta vie, mais tu racontes pas des choses comme celle qui raconte quoi. C'était pas crédible. Il y avait un côté vraiment très niais, plein de bons sentiments, et en fait je pense qu'il va vraiment falloir que j'arrête de vouloir absolument aimer ce genre de livre, parce que en fait à chaque fois c'est un échec. J'ai toujours le même avis qui est oh là là c'était niais machin truc, voilà. Donc je ne suis clairement pas faite pour ce genre de livre, alors que pourtant il a plutôt des bons avis sur Livre Addict. Mais alors là il va falloir qu'on m'explique, parce que moi j'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé que c'était en fait c'était pas totalement abouti, voilà. J'ai trouvé ça dommage parce que le concept de base était vraiment là. Et puis alors dernière chose, mais alors là ma critique ne s'adresse qu'au traducteur et à la maison d'édition, parce que l'autrice étant espagnole, sur ce coup là elle n'y est pour rien. Les fautes dans ce livre, mais en fait, là on parle pas de coquilles, hein, voilà, un truc oublié, machin, un truc. Non, là on parle de vraies fautes qui sont énormes, du genre quel paradoxe, quel QUE, 2LE, alors qu'un paradoxe c'est masculin, voilà, des fautes comme ça. Franchement ça vous... je vous avais mis des captures écran en story Instagram à un moment donné, vous aviez été nombreux à réagir en me disant mais non, si, voilà, c'était ce livre là. Donc là moi c'est pas possible en fait. Là à un moment donné il y a quand même un travail de relecture et tout à faire, et on peut pas laisser passer ça a achevé le flop si vous voulez. Et puis je me suis lu une petite romance, Chocolat et fleurs de sel, de Joël L'Œil. Je vous avoue qu'après le livre précédent, j'avais un peu peur. Je me suis dit oh là là, tu devrais peut-être pas faire ça, tu vas encore passer un mauvais moment machin. Et en fait non. En fait j'ai bien aimé, donc franchement ça m'a rassurée. Je me suis dit ok, c'est pas moi, je suis capable quand même de lire des romances, des livres un petit peu niais, plein de bons sentiments. Non, c'est juste qu'il y en a qui sont pas d'un super niveau quoi. Voilà, avec tout le respect que je dois pour l'autrice, c'est mon ressenti personnel. Donc dans cette histoire on va suivre Jeanne qui a 49 ans et qui va revenir dans son village natal en Bretagne pour l'enterrement de sa tante. Et en fait ça fait 26 ans que Jeanne ne revient jamais plus de 2 jours, les 2 jours de Noël quoi. Après hop elle repart fissa sur Paris, parce qu'il y a 26 ans son fiancé s'est tué la veille de leur mariage. Et revenir là-bas, c'est replonger là-dedans, et en fait elle veut pas, elle fuit tout ça. Mais justement le fait d'être contrainte de passer un certain temps sur place pour s'occuper de la maison, des affaires de la tante, tout ça, de revoir les gens, elle va se rendre compte que finalement elle s'est enfermée dans son passé, qu'elle s'est réfugiée dans son travail de prof, qu'elle s'est interdit beaucoup de choses, et entourée en fait par sa famille,
par le petit frère de son fiancé décédé, qui est devenu très beau du haut de ses 44 ans, et ben elle va commencer petit à petit à changer. Alors, rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est un petit peu niais, c'est cliché, c'est mignonnet, mais franchement j'ai bien aimé, et je pense que j'ai bien aimé parce que finalement je pense que c'est pas une romance en tant que telle. Il y a une romance, oui, dans l'histoire, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est le changement qui s'opère dans la vie d'une femme mature. Voilà, et je pense que c'est pour ça que finalement j'ai bien aimé, parce qu'on n'est pas tombé dans les codes et les clichés totalement, quoi, du genre de la romance. J'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit pour ce genre. Je dis pas que ceux qui écrivent ça écrivent mal, mais il y avait une petite recherche quand même dans l'écriture. Il y avait une narration un peu particulière, puisque à des moments on suit la tante qui est au paradis puis qui observe tout ça. Il y avait un peu d'humour. Non, voilà, franchement j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai donc validé encore un menu, et il me restait donc mon dernier menu qui était magie de Noël. Et alors là j'ai validé haut la main la première catégorie Under the Mistletoe, puisque j'ai lu 2 romances de Noël. Donc tout d'abord N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, et Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. Voilà, et j'ai également lu le premier conte du recueil Contes de Noël de Charles Dickens, dans la magnifique édition Archipoche, qui ne se fait plus, donc je suis trop contente d'avoir réussi à la trouver. Donc je ne veux pas faire doublon, puisque ma vidéo va déjà être assez longue. Je vous laisse en barre d'infos mes vlogs de Noël dans lesquels j'ai donné mon avis sur ces livres. Voilà, mais clairement je suis déçue de ne pas avoir pu lire plus de livres en lien avec Noël. J'en avais prévu bien plus, si vous vous souvenez de ma pile à lire, mais voilà, je me suis mal organisée en décembre, je sais pas, j'étais pas dans le mood, enfin bref, donc j'en ai tiré des leçons pour l'année prochaine. Je m'organiserai plus, et je pense que je démarrerai plus tôt, vers le 15-20 novembre, vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que dans mon bilan final je considère que j'ai lu 10 livres et demi, parce que je n'ai lu qu'un conte en fait du recueil de Dickens, et j'ai tout juste commencé Les Petites Robes Noires, donc voilà, on peut pas considérer ça comme un véritable livre, donc 12,5. Ensuite, j'ai malheureusement rien lu dans la catégorie Danse de la Fée Dragée. J'avais des livres qui me tentaient, mais bon, voilà, La Passe Miroir, Gabriel Katz, j'ai pas eu envie de fantaisie en fait, tout simplement. Par contre, j'ai lu un livre dans la catégorie Raclette, où il fallait choisir des livres qui parlent de secrets, et j'ai lu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et alors là, c'est le moment où je vais me faire incendier, enfin en tout cas si vous êtes toujours là, vu qu'on est à la fin. Parce que voilà, je sais que Cyrano de Bergerac, c'est un livre qui est adoré. Il fait partie des classiques préférés des Français. Il revient tout le temps, il est énormément cité. Moi, on me l'a vendu, archi vendu, sur Booktube, sur la Blogo, tout ça, tout ça. Et malheureusement, ça a été un flop, quoi. Mais total pour moi. Voilà. Alors, j'ai conscience que ça vient principalement du fait que Cyrano, il est tellement connu que j'ai projeté en fait un imaginaire que je me suis construit par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, mais qui est un imaginaire qui est le mien en fait, et qui correspond pas à la réalité. Et en fait, ça a été, je pense, enfoncé, voilà, dernier coup de marteau sur le clou, par le film Edmond, qui est sorti il y a 2 ans, par là, 2 ans, qui retrace en fait de façon romancée la création de la pièce. Et dedans il y a plein d'extraits, plein de citations super jolies, et moi j'avais adoré ce film, donc du coup j'ai encore plus projeté sur le livre, et pour me rendre compte que c'était pas du tout ça en fait. Voilà, alors en fait si vous voulez, déjà la première chose, c'est que pour moi c'est pas une pièce à lire mais à jouer. Je pense vraiment, je la visualise jouer, que ça doit vachement plus claquer et bien rendre, parce qu'il y a énormément de personnages secondaires qui disent une phrase ou deux par là, enfin... Il y a un vrai ping-pong verbal en fait dans cette pièce, et sur une scène ça doit vraiment bien rendre, mais moi à l'écrit j'étais perdue. Voilà, dès le début, dès les premières pages, je ne comprenais rien, je comprenais pas qui était qui, je comprenais pas où j'étais, où était Cyrano, enfin voilà, déjà je suis entrée dans le livre un peu décontenancée quoi. Et puis en fait l'histoire elle a avancé. Alors oui, Cyrano il parle magnifiquement bien, je peux pas enlever ça à ses tirades, elles sont sublimes,
Mais le problème, c'est que tout ce qu'il y a autour de lui, ben c'est du vide en fait, enfin, ça tient pas la route selon moi. Donc bien sûr c'est le personnage principal, il a donné son nom à la pièce, mais moi en fait le vide qu'il y a quand il parle pas et qu'il est pas là, bah ça m'a dérangé parce que les autres personnages ils sont clairement pas à sa hauteur, vous voyez. Et du coup, ben, j'ai eu beaucoup de mal, même si c'était très beau ce qu'il disait, ben, ça n'arrivait pas à contrebalancer ça. Et alors, la cerise sur le gâteau, ben, ça a été la scène de la bataille à la fin. Alors là, voilà, parce que en fait, là, niveau crédibilité, moi j'y étais plus, quoi, parce qu'à quel moment une belle femme de bonne famille traverse sans aucun souci les lignes ennemies et arrive voilà sur le front en mode ah non mais moi il fallait que je vienne voir mon amoureux, hein, c'était pas possible, du coup bah, je vais rester avec vous. Alors qu'en fait ils sont en train de se battre, ils vont au combat là, ils vont mourir ou se faire blesser, puis elle est là. Non, ça m'a achevé. Je suis désolée, hein, ça se trouve là vous allez avoir envie de me frapper avec le côté mais non mais t'as rien compris machin. Ce qui fait que la fin de la scène de la bataille, qui est elle très jolie, ben ça n'a même pas réussi à relever le truc parce que j'étais blasée, j'étais là oui bon bah voilà allez je vais aller à la fin et puis voilà. Et franchement je le dis là comme ça en rigolant mais je l'ai très mal vécu de pas aimer Cyrano parce que on me l'avait tellement vendu. Moi je partais en me disant ça va être un coup de cœur, je vais faire comme tout le monde, ça va être trop bien et tout. Et j'ai pas compris en fait pourquoi moi j'ai été hermétique, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi voilà. Mais bon, c'est ce qui se passe parfois avec des classiques, des livres qui sont trop connus, on a trop d'attentes et voilà. Donc eh ben je vais aller de ce pas, enfin dès demain, rendre le livre à ma librairie et puis ben voilà. Voilà, il me restera le film quand même avec Depardieu qui apparemment est incroyable pour peut-être me faire un peu aimer. Voilà. Du coup, ben, je n'ai pas validé le menu de Noël, Magie de Noël, parce que ben, j'ai pas lu une des catégories. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, j'ai quand même pratiquement validé toutes mes catégories de tous mes menus. Donc, même s'il y a un menu que j'ai complètement zappé, c'est globalement un bilan positif. Voilà, bon, j'ai pas eu que des bonnes lectures, comme vous pouvez le voir, mais j'ai quand même passé un bon challenge. Le seul côté un peu négatif, ça a été la période de Noël. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé lire plus, mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Et je trouve que 10 livres et demi, sachant que tout le mois de janvier, bah, j'ai lu, j'ai fait une parenthèse puisque j'ai lu le premier tome des Mémoires de Barack Obama. Bah finalement 10 livres et demi sur 2 mois, sachant que la période de décembre en librairie elle est intense, j'ai pas pu beaucoup lire. Non franchement c'est pas mal, je suis quand même contente, voilà. Donc bah écoutez, sur ce n'hésitez pas à me dire vous quel a été votre bilan du challenge ou de vos lectures de cet hiver si vous ne participiez pas. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés, notamment Cyrano, je sens que ça va réagir, parce que sur Instagram vous avez été nombreux à réagir. Et voilà, et puis bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!